Pascal Canfin donc, va adresser le sujet du climat avec le lien entre l'extra-financier et le financier et comment on glisse de l'un à l'autre avec beaucoup de problématiques derrière. Pascal. Bien, merci Thierry. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on fait un échange comme tu avais convenu ou tu Absolument. Me laisses libre, ce qui est, s'il y a certains dangers. Alors, tu me connais, je saurais intervenir. Non, je pense que la logique, c'est la même logique qu'on a utilisée avec Olivier Guersan. C'est une logique d'échange, probablement voilà, que tu nous dises comment tu conçois ce passage de l'extra-financier au financier, qui est effectivement le problème. Tout à l'heure, j'évoquais trop rapidement le fait que, en tout cas, c'est la parole pour que tu la monopolises. Non, mais c'est la conception qu'en a offert que l'extra-financier, in fine, va permettre aux entreprises qui le respectent de mieux se financer. Donc le lien extra-financier-financier est pour nous important. Quelle est ta vue là-dessus, qui n'est pas forcément la même? Et puis après ça, on enchaîne. Ce qui est aussi, je pense, intéressant, c'est tout à fait dans le prolongement de ce que vient de dire Olivier Guersan, montrer un peu comment la COP21 sert de catalyseur politique à des débats qui ne sont pas du tout situés dans le cadre des Nations Unies. C'est un enjeu pour personne, mais qui, parce qu'il y a la COP21 et parce que la France l'accueille et pousse ces sujets dans l'ensemble des enceintes où elle se situe, on parlait du G20, du Conseil de stabilité financière, de la Banque mondiale, du FMI, etc. Eh bien, c'est un agenda politique, ce lien entre réglementation financière et climat, qui, sincèrement, était totalement inexistant il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, et qui, maintenant, a clairement changé d'échelle, même s'il fait toujours l'objet de débats importants, des débats théoriques, des débats pratiques, des débats politiques. Mais l'agenda existe et ce serait une erreur de considérer qu'il est uniquement lié à une sorte de bulle climat adossée à la COP21 et qu'il s'arrêterait le 13 décembre 2015. Moi, ce qui me semble vraiment frappant, d'abord, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui des leaders de la communauté financière qui ont franchi le pas, en quelque sorte, et qui, culturellement, admettent le fait qu'en tant qu'investisseur, en tant que superviseur, en tant que banquier central, en tant que régulateur, en tant que ministre des Finances, ils ont des choses à dire et à faire pour lutter contre le dérèglement climatique. Trop souvent, les banquiers centraux, les superviseurs assurantiels et autres ont considéré que ce n'était pas leur sujet. On est passé avec certaines personnes, notamment le gouverneur de la Banque d'Angleterre, McCartney, à une autre dimension. Et évidemment, la question que fera la Banque de France demain est aussi un sujet qui n'est pas totalement hors d'intérêt. Le deuxième élément, c'est que ces personnes n'ont pas bougé, je dirais, par philanthropie. Elles ont bougé parce que l'appréhension du risque est différente aujourd'hui d'il y a même peut-être 1 an et demi, 2 ans. Quand Henry Paulson, qui est un ancien secrétaire d'État de George Bush, l'ancien de Goldman Sachs, dit le risky business, donc ce qui est devenu risqué aujourd'hui, a changé de camp. Et ce qui est devenu risqué, c'est d'avoir 20 ou 25% de son portefeuille dans des industries dont le modèle économique est totalement lié au fait qu'il génère un monde à plus 6 degrés. Et que quand j'ai 25% de mon portefeuille financier qui est adossé à un monde à plus 6 degrés, parce que c'est exactement ce que vendent les grandes compagnies fossiles, eh bien, je sens qu'il y a quelque chose qui me met en risque. Et la réponse à ça, par exemple celle de McCartney, c'est de dire « moi, je ne peux pas préjuger de ce risque. Je ne suis pas climatologue. Même lorsque je demande aux climatologues, ils ne savent pas comment ce risque va se matérialiser à tel endroit dans 25 ans, évidemment. En revanche, ce que je sais, c'est que ce risque, ce n'est pas zéro. Et que comme une partie du métier de financeur et de financier, c'est justement de mesurer, de capter, de gérer ces risques à la fois à court terme et à moyen et long terme, eh bien, puisque le risque n'est pas de zéro, je vous demande, vous assureurs, vous banquiers, vous acteurs asset managers, vous acteurs de l'écosystème financier, du financement de l'économie, je vous demande de me faire le reporting de la façon dont vous captez ce risque.
Je ne sais pas quelle est la bonne méthodologie, tout ça est émergent, etc. Je ne vous demande pas de dire il y a une méthode, vous la suivez tous, mais vous devez impérativement, et c'est ça l'obligation, vous devez me dire ce que vous faites pour appréhender ce risque. Et une fois que vous l'avez appréhendé et mesuré, évidemment, le réduire et réduire votre exposition. Et je trouve que c'est une bonne méthode, une bonne façon de faire, parce que ça n'implique pas 5 ans de travaux méthodologiques, ni des accords à tous les niveaux, et tous les obstacles à tous les accords à tous les niveaux. Ça part d'une chose assez simple, qui est que puisque le risque n'est pas de zéro, il faut le gérer, et que vous devez donc avoir un dispositif qui permet de le gérer. Je trouve que ce renversement d'approche est intéressant comme première étape pour permettre ce basculement culturel et permettre de faire en sorte que bien, les informations soient progressivement sur la table, que les questions se posent, et une fois que les questions se posent, que les réponses arrivent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la nature des risques commence à se préciser. Il y a au moins trois types de risques. Le premier risque, c'est le risque climat. Le deuxième risque, c'est le risque carbone. Et le troisième risque, c'est le risque transition. Le risque climat, c'est l'impact du dérèglement climatique sur les modèles économiques. Je prends un exemple, Coca-Cola, qui n'est pas une entreprise très fortement émettrice, mais qui est une entreprise très exposée à la rareté de l'eau et la multiplication des sécheresses, puisqu'il y a un modèle de Coca-Cola de production très décentralisé, et ce qui fait que de plus en plus souvent, ils ont des risques opérationnels, c'est-à-dire plusieurs journées où ils ne peuvent pas fonctionner, donc un coût direct, et des risques, et là on est totalement en lien aussi entre l'ISR et le financier et l'extra-financier, des risques réputationnels très forts, ça leur est déjà arrivé une ou deux fois, de conflits directs avec les communautés locales sur une ressource qui se raréfie. Et une fois ils arrivent à faire en sorte que l'eau vienne d'abord approvisionner l'usine du Coca-Cola et moins les villages à côté. La deuxième fois, ça finit par se voir, et la troisième fois, c'est juste plus possible. Et à l'échelle mondiale, ça ne peut en aucun cas être la réponse de Coca-Cola à cet enjeu. Et donc on voit bien qu'une entreprise qui n'est pas exposée au risque carbone peut être très fortement exposée au risque climat. Le deuxième élément, c'est le risque carbone. Le risque carbone, c'est en fait le risque d'une politique carbone. Et donc, que se passe-t-il si, demain, à la COP21, au G20 chinois ou allemand de 2016-2017, il y a un accord sur un prix du carbone? Que se passe-t-il le jour où la Chine aura, puisqu'elle l'a annoncé et confirmé avant-hier, le plus grand marché du monde du carbone, puisque aujourd'hui c'est l'Europe, demain c'est la Chine, et qu'il y a des discussions, même si ça n'a pas encore abouti, pour qu'il y ait une dimension de prix du carbone dans le cadre d'un accord entre la Chine et les États-Unis, ce qui serait évidemment un changement de ligne considérable au regard du passé de ces deux pays sur le sujet. Et donc, que se passe-t-il si? Eh bien, ça passe par donc, l'internalisation de ce risque, ça passe par des prix internes du carbone, ça passe par des tas de choses que vous connaissez, mais qui n'adressent qu'une petite partie du risque. Et trop souvent, on limite le risque... le dérèglement climatique, c'est le risque qu'un jour il y ait un prix du carbone. Non, c'est effectivement un sujet, mais ça n'est clairement pas la fin du sujet. Donc ça, c'est le deuxième. Puis le troisième risque, c'est celui qui est en train de se matérialiser, par exemple, pour les producteurs de charbon en Australie, c'est le risque de la transition. Le risque de la transition, c'est je suis dans un modèle économique dont, finalement, les fondamentaux sont en train de s'écrouler. Fondamentaux sont en train de s'écrouler pour deux raisons. La première, c'est que ma demande s'écroule. La demande pour la demande de consommation chinoise de charbon domestique comme importé a fait moins 30% sur les 6 premiers mois de l'année, moins 30% en 6 mois. Forcément, ça change les modèles économiques quand c'est le premier marché du monde qui pèse plus de la moitié de la consommation mondiale. Donc on voit bien que quelque chose est en train de se passer. Et quels sont les drivers? Vous allez me dire, oui, ralentissement court-termiste. On voit bien que le ralentissement de la croissance en Chine, il est un peu plus structurel que simplement conjoncturel. Mais au-delà de ça, les deux principaux drivers, c'est la pollution de l'air en Chine. Et je ne sais pas si vous avez vu passer, il faut toujours regarder ces signaux faibles. En Chine, vous avez une vidéo qui a été faite par une des journalistes stars de la télé, qui a été téléchargée avant d'être interdite, évidemment, qui a été téléchargée 120 millions de fois. Alors comme c'est uniquement sur l'Internet chinois, c'est l'avantage, les statistiques, on les connaît, c'est 120 millions de téléchargements chinois.
Alors, à l'échelle chinoise, ça fait beaucoup, mais ça fait quand même, on va dire, un sixième, un septième à peu près de la population. Ce qui veut dire concrètement, c'est comme si en France, une vidéo sur la mauvaise qualité de l'air à Paris, par exemple, avait été téléchargée 10 millions de fois. Ça, on en parlerait, ça voudrait dire quelque chose sur l'état de la population et l'état de sensibilisation de cette population. Ce n'est pas le cas en France, c'est le cas en Chine. Et les enquêtes d'opinion montrent que la première cause d'insatisfaction des classes moyennes chinoises, et chacun sait bien, ça va être un grand clair, que quand on est un régime politique, quel qu'il soit, mais particulièrement celui-là, la question de la satisfaction des classes moyennes urbaines, éduquées, consommatrices et qualifiées, est un enjeu de stabilité politique. Et donc quand votre premier soutien politique a un vrai problème qui s'appelle l'environnement, qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité de la nourriture, que c'est la première préoccupation, ça veut dire qu'il faut l'adresser. C'était ce qui explique que, alors que la Chine considérait que le dérèglement climatique, c'était un sujet imposé par l'Occident, pour faire très très simple, à Copenhague, et donc à bloquer jusqu'au bout n'importe quel type d'accord, aujourd'hui, c'est un des pays qui est très en avance. Très en avance. Ils viennent d'annoncer des financements dans une échelle bien plus importante que ce que les Américains, par exemple, ont fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se nouer et qui ressort de logique domestique, pas simplement d'un accord international contraignant imposé par les Nations Unies. Ce n'est pas du tout ça. C'est d'une logique domestique qui justifie l'action à très grande échelle et à un rythme beaucoup plus important que ce qu'on imaginait en Chine. Résultat de tout ça, le pic charbon qui était prévu en 2020 en Chine a eu lieu l'année dernière. Résultat de tout ça, alors que les émissions devraient sans doute, sont annoncées comme devant piquer en 2030, il est très probable, selon les calculs faits par la LIC et d'autres centres de recherche, qu'elle pique en 2025. Ça veut dire que le business model même des charbonniers australiens est en train de s'écrouler. D'autant que le prix des alternatives est quasiment à parité. Vous connaissez sans doute les chiffres de Deutsche Bank qui dit que aujourd'hui on est à parité charbon versus renouvelable, type de renouvelable en fonction du lieu, dans 30% des marchés du monde sans subvention, et en 2017 on sera autour de 50 à 80%. Et pour la première fois depuis 2013, et ça s'est reproduit en 2014, plus de la moitié des nouvelles productions de capacité d'électricité sont à base de renouvelables. Donc je donne ces quelques chiffres parce que je pense que tout le monde a en tête des chiffres beaucoup plus faibles. Beaucoup plus faibles. On imagine que ça doit être 20%, 30%. Non, depuis 2013, c'est plus de la moitié et maintenant, 2014, c'est 58%. La probabilité que la logique s'inverse, que l'histoire, le sens de l'histoire se retourne, bon, on peut toujours parier dessus, mais enfin, on voit bien que c'est quand même pas ça l'investissement qui, me semble, le moins risqué pour le coup. Et c'est exactement ça que dit Paulson. C'est le risky business, il a changé de camp et il est en train de changer de camp. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ce changement culturel-là qui fait que derrière, ce n'est pas simplement une question de contraintes, de réglementation, de calibrage prudentiel, etc. etc. C'est une question d'intérêt. Et c'est pour ça que je pense qu'on est dans le moment où le sujet climatique, ça n'est plus simplement une question extra-financière, d'image, de RSE, etc. C'est un enjeu strictement financier et c'est en train de le devenir quand on additionne les trois risques, climat, carbone et les risques de la transition dont je parlais à l'instant. Est-ce que pour toi, la dynamique actuelle de la mobilisation du secteur financier sur ce sujet, là je raisonne au niveau de la planète, est suffisante ? On a beaucoup parlé, on va continuer à parler beaucoup de donc cet article 173, information qui fait de l'incitation. On a posé la question à Olivier Guersan, tiens, est-ce que l'Europe voudrait prendre la même logique ? Toi qui travailles pour un think tank américain, est-ce que ce genre de logique peut avoir du sens en Amérique du Nord ? Est-ce que c'est la bonne façon ? Est-ce qu'il faut faire autre chose ? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui vont, j'ai envie de dire, accélérer ce mouvement de prise de conscience douce et positive, mais radicale de tout le monde, que oui, c'est une évidence. Je ne sais pas si... Alors ça aussi, c'est une dimension très intéressante. C'est qu'aujourd'hui, le leadership sur ces sujets, il ne vient pas des pays de l'OCDE et du bloc UE à Amérique du Nord. Et peut-être que c'est justement une chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équation qui pousse ces sujets, c'est la Banque d'Angleterre. Alors,
je n'ai pas dit que la Banque d'Angleterre était un pays, enfin, que l'Angleterre était un pays en développement, hein, donc c'est un pays du Nord, c'est la Chine. À titre d'exemple, le gouvernement chinois a demandé à la Banque centrale de Chine, pour le prochain plan quinquennal, donc 2016-2020, de lui faire des propositions pour verdir le système financier chinois, en utilisant un ensemble d'outils dont ils vont discuter très concrètement en montant dans le cadre du G20 chinois. Vous savez que la Chine prend la présidence du G20, c'est aussi un événement historique, géopolitique très important, et les Chinois font de ce sujet, pas le changement climatique, mais le système financier et la soutenabilité, l'un des 2 ou 3 sujets clés de leur présidence. Et les Allemands qui suivent derrière ont déjà dit qu'ils achetaient l'idée et qu'évidemment, ils travailleraient la main dans la main. Donc on a une équation géopolitique aujourd'hui qui est très intéressante parce que justement, ce qui bouge, c'est en Chine, c'est au Brésil, ce sont les émergents, ce qui fait que les blocages habituels qu'on peut rencontrer pour internationaliser un agenda politique, finalement, sont beaucoup plus faciles à lever, puisqu'il y a à la fois des alliés en Europe et des alliés dans les pays émergents. Vous reconnaîtrez que je n'ai pas parlé des États-Unis, mais ce qui est frappant, c'est que cet agenda avance sans qu'on demande l'avis des États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, la Fed est totalement inexistante sur le sujet, la CFTC est totalement inexistante, enfin, toutes les instances de supervision et de régulation absolument inexistantes. So what, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que tout le monde avance. Ça dit quelque chose aussi en termes d'influence géopolitique, et ce n'est pas inintéressant. Et il se trouve que la France, j'en parle d'autant plus facilement que Michel Sapin n'est pas encore arrivé, donc je peux lui dire tout le bien que je pense de son action sur ce sujet, c'est que il a vraiment, je pense, compris qu'il se passait quelque chose d'un point de vue culturel, et que l'alliance entre la Chine, la Banque d'Angleterre, et donc le FSB, et la France, présidente de la COP21, capable de pousser cet agenda au FSB, bien évidemment, mais aussi en G20, en G7, au bord du FMI, de la Banque mondiale, etc., crée un écosystème qui, sincèrement, était vraiment inenvisageable il y a encore 18 mois. Et le sujet en européen, c'est effectivement la question que tu as posée, Thierry, c'est quid de l'union des marchés de capitaux. C'est évident qu'il y a la possibilité, si la Commission européenne le souhaite, et si, c'est pour ça que je suis moins réservé qu'Olivier dans sa réponse, si la Commission européenne le souhaite, et si certains États poussent, et là le rôle de la France est très important, eh bien de brancher en quelque sorte cet agenda qui a avancé en France avec l'article 173, qui avance au Royaume-Uni avec la Banque centrale, de le mettre dans une logique de réglementation ou de régulation européenne. Il serait trop tôt pour répondre techniquement aux questions, mais que politiquement, le geste soit fait de façon à ce que ce ne soit pas exclu du champ de l'Union des marchés de capitaux, parce que sinon on perd effectivement 2 à 3 ans pour rien. Est-ce que le lien entre... on sait que l'une des grandes difficultés techniques, et pour la communauté qui est présente ici ce soir, c'est fondamental, l'une des grandes difficultés techniques, c'est le lien court terme-long terme. Olivier Guersan l'a rappelé, voilà, selon le type d'investisseur, les horizons de temps sont juste pas les mêmes, c'est un fait. Et évidemment, les cycles industriels ne sont pas les mêmes non plus. Pour caricaturer, je vais prendre j'ai presque envie de dire le contre-pied pour le plaisir de rhétorique. Voilà, il faut décarboner. Aucun d'entre nous ne va abandonner sa voiture demain matin. Donc comment est-ce qu'on fait Non, mais ce que je veux dire, non, mais moi non plus, je n'en ai pas. Bon, je sais que 70% des Parisiens n'ont pas de voiture. Non, mais je fais partie des 70%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas encore inventé un monde sans ciment, non, et le ciment est un gros émetteur de carbone, sans acier, et les fabricants d'acier sont des bons. Je m'arrête là, on a compris. Donc comment est-ce qu'on fait ce lien entre un objectif que je pense de plus en plus de gens reconnaissent comme évident, essentiel, et en même temps la gestion du monde tel qu'il est aujourd'hui, et pour y aller radicalement et en même temps de façon réaliste. Non, bien sûr, c'est pour ça que quand on parle des énergies fossiles, il faut vraiment clarifier le fait qu'il y a une logique sur le charbon, une logique sur le gaz, une logique sur le pétrole, et que ce serait un abus
technique et conceptuelle que de faire un pot commun et de dire tout ça c'est la même chose. La réalité aujourd'hui, c'est le charbon produit essentiellement de l'électricité, alors que le pétrole produit essentiellement du carburant. Donc, quand on regarde toutes les projections de l'Agence internationale de l'énergie, le marché du futur, déjà le marché actuel, mais alors c'est encore plus vrai demain pour le pétrole, c'est la mobilité. Et donc, on voit bien déjà qu'on est sur deux marchés qui n'ont rien à voir. Il se trouve que ça s'appelle industrie fossile, enfin énergie fossile, mais enfin entre l'électricité et le carburant, aujourd'hui, c'est deux métiers qui sont totalement déconnectés. Et donc, on voit bien que dans un cas, dans le cas de la production d'électricité, encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, quand on a 58%, donc depuis 2014, 58% des nouvelles capacités installées sont des renouvelables, on voit bien que le turning point, c'est fait. Enfin, on ne sait pas quel est le rythme. Ça va plutôt plus vite que prévu. Donc, ça, c'est fait. La question, ensuite, c'est pour la mobilité. C'est là où il y a très clairement deux évolutions à différencier, puisque quand on regarde, si on peut comparer ce chiffre de plus 58% des nouvelles capacités d'électricité installées en 2014 donc, sont à base de renouvelables, regardez le chiffre de la mobilité hybride ou électrique. C'est 0, quelque chose. Donc on a, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, je ne suis pas technicien, mais de décalage entre ce qui est en train de se produire sur le marché de la production d'électricité et ce qui pourrait un jour se produire sur le marché de la mobilité électrique. Et donc, c'est pour moi l'enjeu principal de la baisse du prix du pétrole. C'est que la baisse du prix du pétrole a des avantages et des inconvénients en termes environnementaux, en termes financiers, etc. On voit bien que tous les indicateurs qui sont fossil-free aujourd'hui sont beaucoup plus rentables depuis 5 ans que les indicateurs qui ne sont pas fossil-free. Donc ça fait 5 ans que vous auriez eu intérêt à désinvestir de toutes les fossiles. Ça ne dit rien de l'effet prédictif pour les 5 années qui viennent, mais ce qui est sûr, c'est que depuis 5 ans, en termes de portefeuille financier, il valait mieux désinvestir. Mais ce qui est sûr, c'est que le véritable enjeu pour moi, dans peut-être les semaines, les mois, pas plus, les mois qui viennent, c'est est-ce que tous les investissements qui étaient prévus pour la mobilité électrique, au Japon, aux États-Unis, en Europe, en Chine, vont continuer à se faire malgré la baisse du prix du pétrole? Ou est-ce que les États vont considérer qu'il suffit de faire l'équation, un baril à 40 pétrole, évidemment, ça ne justifie pas d'investir dans la mobilité électrique avec toutes les infrastructures que ça nécessite. Et là, c'est un sujet à la fois financier, mais c'est un sujet aussi politique. Et une des analyses fortes, je trouve, d'une des grandes entreprises du secteur de l'énergie, c'est de considérer que si les Saoudiens cherchent quelque chose, pour autant qu'ils puissent, autant qu'on le dise, driver le prix du pétrole, mais ils ont quand même évidemment une influence. La vraie finalité, la vraie motivation, c'est justement de se dire « Ah mais ce qui se passe sur les renouvelables, moi c'est pas un problème, parce que les renouvelables, ça produit l'électricité, c'est pas mon sujet. Mon vrai sujet, c'est la mobilité. Parce que là, c'est le cœur de mon métier de producteur de pétrole. Et si je vois partout dans le monde, au Japon, en Chine, partout, des vrais investissements publics et privés arriver sur la mobilité électrique, là, je suis vraiment en risque. Et donc, je dois absolument faire baisser le prix pour essayer de me gagner 5 ans, 10 ans et continuer cet avantage comparatif. Donc, pour moi, c'est là l'enjeu et c'est pour ça qu'il faut très clairement différencier les trois. Et le gaz pouvant, pour finir, être à l'inverse une partie de la solution, puisqu'on peut tout à fait justifier le fait que les systèmes tant que le stockage de l'électricité renouvelable n'est pas totalement assumé à bas coût, le gaz peut être un complément. Donc on voit bien que le discours doit être différencié pour tenir compte justement du monde réel que tu évoquais. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention qui éclaire bien les dynamiques